Eva DeHart désirait plus que tout avoir du bon temps dans la vie, mais elle se retrouva avec des personnes peu recommandables. Son cercle d'amis était formé d'un groupe hétéroclite de sympathisants motards. En 1982, il représentait une certaine menace pour la petite ville de Fredericksburg, en Virginie. Ils passaient le plus clair de leur temps au bar le Joker's Wild. Le petit ami d'Eva, George Patsalis, était le chef du groupe. Il était davantage craint que respecté. Eva le fréquentait depuis 8 ans. Avec le temps, il abusait de plus en plus d'elle. Elle le quittait parfois, mais jamais pour longtemps. Le 20 juillet 1982, Eva se rendit travailler au Joker's Wild. On n'allait jamais la revoir en vie. Le lendemain, la famille d'Eva constata qu'elle n'était pas rentrée et appela le service de police de Stafford County. Le détective Billy Bowler nous raconte comment l'enquête a commencé. Au début, nous avons ouvert une enquête pour personnes disparues. Notre shérif était alors le détective en chef. C'est lui qui a commencé cette enquête. Il a interrogé les membres de sa famille et Patsalis. Ce dernier lui a remis une lettre d'Eva. Les membres de sa famille ont confirmé qu'il s'agissait bien de son écriture. C'était une lettre dans laquelle elle lui annonçait qu'elle le quittait et qu'elle ne reviendrait pas. Si George savait où Eva était allée, il ne le dit pas. Pas plus d'ailleurs que les autres personnes interrogées. Sans aucune piste ni indice qu'un crime avait été commis, l'enquête piétinait. Je crois que Patsalis a été un suspect dès le départ, mais personne ne disposait de la moindre information. Il n'y avait pas de corps ni d'indices. Eva DeHart avait disparu. Les membres de la famille d'Eva étaient inconsolables. Debbie, la sœur d'Eva, soupçonnait qu'il y avait un pacte de silence au sein du groupe du Joker's Wild. Elle trouvait également que les policiers prenaient l'enquête à la légère. Pour retrouver Eva, elle savait qu'elle devrait poursuivre l'enquête seule. Debbie DeHart était résolue à découvrir la vérité à propos de la disparition de sa sœur. Elle n'hésita pas à harceler les membres du groupe du Joker's Wild l'un après l'autre. Elle les interrogea et nota tout. Elle savait que son seul espoir de retrouver sa sœur était de tirer le maximum d'informations des membres du gang. D'ailleurs, ces individus avaient toujours prétendu être les amis d'Eva. Malheureusement, aucun d'entre eux ne voulait parler. Ils craignaient trop George Patsalis. Les semaines se transformèrent en années, mais Debbie n'abandonna pas, même si elle était forcée d'admettre que sa sœur était sans doute morte. Mes amis me disent que lorsque j'ai une idée en tête, je ne l'abandonne pas. Je crois que j'ai toujours su qu'elle était morte, mais dans mon cœur, je désirais découvrir ce qui lui était arrivé. En 1996, un reportage retint l'attention de Debbie. On avait retrouvé le corps d'une femme dans un casier à Frederick, au Maryland, en 1982, soit la même année que la disparition d'Eva. Les techniques d'identification n'étaient pas aussi raffinées à cette époque. En avril 1996, le réputé expert Doug Owsley de la Smithsonian Institution à Washington se servit de son talent pour redonner un visage à cette victime. Les journaux avaient fait état de cette découverte d'un corps. Debbie DeHart, la sœur d'Eva, a lu l'article et elle s'est demandé s'il ne pouvait pas s'agir de sa sœur. Encouragée par la description sommaire du corps de la victime, Debbie obtint le dossier dentaire d'Eva pour qu'Owsley puisse effectuer les comparaisons d'usage. Malheureusement, les dents n'étaient pas les mêmes. La jeune fille trouvée dans le casier n'était pas Eva DeHart. La quête de Debbie ne semblait jamais vouloir se terminer. Heureusement, la jeune fille du casier allait l'aider malgré tout. On a fait beaucoup de publicité autour de l'affaire. Les gens de la télé et des médias me talonnaient. Ils m'ont interviewé à quelques reprises. Cela a eu pour effet d'attiser l'intérêt du public. Après 14 ans sans relâche, l'enquête de Debbie faisait enfin des progrès. C'était sa dernière chance. Elle engagea le détective privé Al Baker pour l'aider à retrouver les anciens membres du gang du Joker's Wild. Nous sommes entrés en contact avec les différentes personnes dont Debbie nous avait donné les noms. Elle avait travaillé très fort pour savoir qui faisait partie du groupe et comment les rejoindre. Aucun d'entre eux ne put fournir d'informations précises. La plupart craignaient encore George Patsalis. Mais un nom revenait sans cesse, celui de Barbara Campfield, celle qui était devenue la nouvelle amie de George, puis sa femme, après la disparition d'Eva.
Une femme en particulier déclara qu'elle avait aidé Camfield à nettoyer des taches de sang au Jokers Wild après la disparition de la jeune femme. Lorsque cela s'était produit, Camfield lui avait dit qu'une bagarre avait éclaté. Peut-être Barbara Camfield savait-elle quelque chose? Et si oui, quoi? Debbie avait déjà tenté de lui soutirer des informations, mais n'avait rien obtenu. Baker prit la relève. J'ai commencé par me présenter. Je lui ai remis ma carte de visite et mes numéros de téléphone. Je lui ai calmement expliqué que la famille DeHart et moi-même enquêtions et que nous n'avions nullement l'intention d'abandonner. Nous étions résolus à parler avec tous ceux que nous pourrions retrouver et comptions bien découvrir ce qui était arrivé à Eva. Barbara Camfield coopéra avec le détective Bowler et le service de police de Stafford County. Elle conduisit les policiers à une maison abandonnée à l'extérieur de la ville. Camfield déclara que la nuit où Eva avait disparu, George Patsalis lui avait demandé de l'aider à jeter quelque chose de lourd dans un puits. Il lui demanda de ne poser aucune question. Elle n'avait jamais osé le faire. On nous a indiqué où se trouvait le puits. Nous avons dès lors obtenu un mandat pour fouiller la propriété. Nous nous sommes rendus accompagnés de la police d'État, de membres du bureau du shérif d'Orange County et du service d'incendie de Fairfax County. Nous avons demandé au service d'incendie de nous aider à descendre dans le puits. Après s'être assurés qu'il ne courait aucun danger, les membres de l'équipe de sauvetage descendirent lentement dans les profondeurs du puits. Le trou était d'une largeur de 60 cm et d'une profondeur de 6 mètres. Bientôt, les hommes firent monter des seaux pleins de terre et de débris. Les feuilles et la terre s'étaient accumulées avec les années. Puis, ils commencèrent à trouver des ossements. On les déposa par terre près du puits pour que l'anthropologue puisse les examiner et évaluer ce qui pouvait encore manquer au squelette. Il n'y avait aucun doute sur le fait que les ossements étaient humains et que c'étaient ceux d'une femme. On compara la mâchoire retrouvée à celle des radios du dossier dentaire d'Eva avant de confirmer les résultats. La sœur de Debbie DeHart avait finalement été retrouvée. Il était préférable pour nous de la retrouver que de ne jamais savoir ce qui lui était arrivé. Sinon, nous n'aurions jamais su à quel point notre blessure était profonde et celle-ci n'aurait pas cessé de nous faire souffrir. Pour découvrir la cause de sa mort, Owsley étudia les ossements centimètre par centimètre, notamment toutes les fractures. Avait-elle été assassinée à un autre endroit que celui où on l'avait retrouvée? Est-ce que c'était plutôt la chute de 6 mètres qui lui avait coûté la vie, ou avait-elle été abandonnée en vie au fond du puits? Les blessures causées par la chute se limitaient aux membres inférieurs de son corps. Les fractures aux pieds, aux tibias, aux os des cuisses et au bassin étaient le résultat de la chute dans le puits. Lorsqu'on l'a laissé tomber, ses pieds ont heurté le fond et c'est ce qui les a causés. Quand le tibia est soumis à une force de cette importance, la jointure du genou se coince. En examinant le bout du fémur, on voit que ces parties s'emboîtent ainsi. La pression comprime la portion distale du fémur et cause la fracture ici. Suite à l'examen des ossements d'Eva, Owsley en conclut qu'elle était sans doute morte au moment où on avait jeté son corps dans le puits. 4 os de son visage ont été cassés lors du coup, c'est-à-dire une partie du maxillaire droit, du maxillaire gauche et les 2 os du nez. Ces derniers ont littéralement été arrachés et l'on peut voir que le cou est parti de la droite vers la gauche et de bas en haut, parce qu'il y a un angle un peu oblique à l'os nasal. On ne voit pas la trace d'un outil ou d'une arme spécifique. Apparemment, la blessure a été infligée d'un coup de poing. Aucune partie du squelette n'était exempte de blessures. C'était un meurtre sauvage. C'est la seule façon de le décrire. Je crois que le coup au visage aurait suffi à lui seul à la tuer. Il était tout simplement résolu à éliminer cette femme. George Patsalis vivait maintenant en Floride. Il fut accusé du meurtre d'Eva DeHart. Lors du procès, Owsley présenta les ossements d'Eva au jury. C'était comme si Eva elle-même témoignait contre son meurtrier. Doug pensait que l'aspect dramatique de sa mort aurait un impact sur le jury. Que cela serait comme si Eva disait elle-même au juré « Regardez ce qu'on m'a fait ». Et je crois même que ce sont les mots que l'avocat de l'État a utilisés. « Regardez ce qu'on m'a fait ».
Le 8 octobre 1997, George Patsalis fut condamné à la prison à vie pour son crime.